Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver en ce lundi 2 janvier 2023. Toute l'équipe de Moselle TV vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année et nous sommes ravis bien sûr de vous retrouver à nos côtés encore une fois. Sans plus attendre, voici l'actualité du jour. Les critiques fusent depuis l'annonce de la démission de Jean Rottner de la présidence de la région Grand Est et encore plus depuis l'annonce de son recrutement dans le secteur privé. Certains dénoncent des conflits d'intérêts. Au lendemain des fêtes, c'est déjà l'heure des promotions. Les soldes d'hiver ont commencé aujourd'hui en Moselle. Pour ce premier jour, état des lieux de la fréquentation. Se remettre au sport, manger sainement, prendre du temps pour soi. Chaque début d'année est marqué par de nombreuses résolutions. Dans cette édition, vous nous donnerez les vôtres. La météo de mardi sera variable sur l'ensemble de la journée. Le temps sera sec, mais le ciel restera partagé entre nuages et éclaircies. Le thermomètre, quant à lui, affichera 4 à 10 degrés. Ce soir, notre invitée est Amandine Lavaux-Zimmerlet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle présidente de l'association Grand Est Numérique. On va évoquer avec vous les grands projets de l'association en 2023, à commencer par votre prochain départ pour le CES Las Vegas, ce grand salon autour de l'innovation technologique qui mettra à l'honneur plusieurs entreprises de Moselle. On va en parler dans un instant, mais d'abord place au reste de l'actualité. Un début d'année placé sous la justice pour le maire de Metz, François Grosdidier, soupçonné d'usage illégal de la réserve parlementaire. Il doit comparaître ce mardi 3 janvier à Épinal. Un procès qui survient 10 ans après la plainte déposée par son ancien adversaire politique, Philippe Mounier. Ce dernier reproche à l'ancien maire de Voipy d'avoir utilisé 100 000 et 60 000 euros entre 2009 et 2011, issus des fonds publics pour subventionner l'association Valeurs Écologie, dont il était à la fois le fondateur et le président. De leur côté, les 122 ex-salariés d'ArcelorMittal continuent de réclamer la reconnaissance de leur préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante au cœur des usines sidérurgiques de Florange, Rombat et Gandrange. Mais ce 30 décembre, cette demande a été rejetée par le conseil de prud'homme de Thionville. Le juge a estimé que ces anciens salariés ne pouvaient pas ignorer les risques d'une exposition à l'amiante entre 1970 et les années 2000 en raison des moyens de communication déployés à l'époque. Par ailleurs, après constat d'un manquement de la part de son employeur, le salarié a un délai de 2 ans normalement pour en référer d'après la loi, délai qui ne semble pas avoir été respecté dans cette affaire, mais la décision de la justice sera sûrement contestée en appel. Le départ de Jean Rottner, vous l'avez vu dans les titres, le départ de Jean Rottner de la région Grand Est fait couler beaucoup d'encre. Sa démission surprise le 20 décembre dernier de son poste de président suscite de vives critiques depuis, et encore plus avec l'annonce de son recrutement au sein du groupe immobilier Réalité. Dans les rangs de l'opposition, les élus du Grand Est dénoncent le risque de conflit d'intérêts de ce passage vers le privé. Les explications de Fanny Bragard. C'est une reconversion surprise. Président démissionnaire du Grand Est, Jean Rottner rejoint finalement le secteur privé. Malgré les impératifs familiaux évoqués lors de son départ, l'élu républicain a été recruté par le promoteur immobilier Réalité afin de diriger sa future antenne régionale Grand Est. Un pantouflage compromettant selon la chef de file des écologistes. Qu'on puisse à 55 ans vouloir travailler encore, je le comprends. Qu'on parte dans un organisme privé qui fait du conseil aux collectivités avec son carnet d'adresses au moment où on est en train de modifier le schéma régional d'aménagement du territoire, c'est tout à fait limite et troublant. Si elle a émis des réserves, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu en septembre un avis compatible sur l'embauche de Jean Rottner par le groupe coté en bourse. Candidat pour la forme à la présidence du Grand Est, Laurent Jacobelli pointe le manque d'honnêteté de l'Alsacien qui abandonne son mandat 18 mois seulement après son élection. Ce qu'il incarne, c'est ce monde des affaires sans pitié qui se sert de la politique comme d'un marchepied. Et en fait, pour Jean Rottner, la région n'a jamais été qu'un accélérateur de carrière. Il a voulu se servir de la région pour devenir ministre d'Emmanuel Macron quand il a compris que malgré la danse des 7 voiles qu'il faisait en permanence au président de la République, il ne serait jamais ministre, il s'est retourné vers le privé. Dans 11 jours, les 32 élus du Rassemblement national scruteront les votes anonymes de leurs collègues républicains. En juin 2021,
Jean Rotner l'avait emporté avec 31% des voix. Favori du scrutin pour la présidence du Grand Est, le macroniste Franck Leroy réussira-t-il à rassembler à droite? Réponse le 13 janvier prochain. En attendant, l'INSEE vient de sortir les derniers chiffres de recensement de la population en Moselle entre 2014 et 2020. On compte 4001 habitants de plus. Contre toute attente, le nombre d'habitants explose dans plusieurs petites communes, comme à Lemu, où la population a presque doublé en 6 ans. De 368 habitants en 2014, on passe à 539 en 2020. Idem pour Fleury, avec 1319 habitants en 2020, soit 217 de plus qu'en 2014. Dans le Grand Est, sur la même période, tout indique que les départements ruraux perdent tout de même des habitants. De leur côté, les zones frontalières et les grands pôles urbains récupèrent un petit peu de la population, ce qui ne change pas le constat pour les prochaines années. Les habitants qui quittent notre département restent toujours plus nombreux face à ceux qui s'y installent. Les soldes d'hiver démarrent le 11 janvier prochain en France, mais depuis 2009, la Moselle a toujours un coup d'avance. Dès ce 2 janvier, vous pourrez bénéficier de bons prix et de remises sur les articles indiqués en magasin. En pleine inflation et au lendemain des fêtes, les acheteurs étaient-ils au rendez-vous pour ce premier jour? Réponse dans ce reportage. Premier jour des soldes, Johan finalise ses rayons avant l'arrivée des clients. J'espère qu'il y aura du monde. Après, je pense que les soldes, ce n'est malheureusement plus comme avant. Donc déjà par le fait qu'il n'y ait plus autant de produits qu'avant, que les produits se vendent plutôt bien. Et donc du coup, je pense que les gens vont un peu attendre le départ des soldes. En Moselle, la période de promotion débute plus tôt par rapport au reste de la France. C'est pour lutter contre la concurrence du Luxembourg et de la Belgique qui eux aussi entrent en période de solde. Pour Johan, la semaine va débuter calmement et s'accélérera pendant la deuxième semaine. C'est bien qu'elle commence maintenant. C'est vrai que les gens sont habitués que les soldes commencent le premier mercredi, par exemple du mois de janvier pour cet exemple-là. Là, ça commence le 2 directement. Les gens ne sont pas au courant, ne sont pas préparés non plus. Mais cela n'empêche pas les clients avertis d'en profiter pour une énième paire de chaussures. Toujours intéressant si on peut gratter quelques euros dessus, au vu du coût de la société et de la vie actuelle. Dans ce village de marque à prix d'usine, les commerçants aussi se sont tenus prêts. Ce magasin a des promotions toute l'année, mais en période de solde, il monte ses remises allant jusqu'à moins 70%. Et pour une première journée, c'est plutôt bien parti. Au niveau du chiffre, on a déjà fait le chiffre d'affaires de l'année dernière sur toute la journée. On va certainement tripler le chiffre de l'année dernière. La clientèle est elle aussi au rendez-vous des premières promotions de 2023. Pour certains qui sont encore en vacances, c'est le moment d'en profiter. C'est pas au niveau des économies nous qu'on recherche, c'est au niveau du temps en famille parce que mon compagnon prend rarement des congés et c'est l'occasion pour nous un petit peu de voir autre chose, voilà. Oui, des achats simples, t-shirts, vestes, voilà. Ce qu'il faut pour démarrer l'année. Tout à fait. Des choses qui sont bien en solde mais qui me plaisent pas forcément, donc c'est un peu compliqué. Pour bénéficier des prix bas et se faire plaisir, vous avez jusqu'au 29 janvier. Le reste de la France, lui, devra attendre le 11 janvier. Ce début d'année marque également la fin des différentes aides et remises à la pompe. Depuis le 1er janvier, l'État a mis un terme à sa ristourne de 10 centimes sur le carburant, tout comme Total Énergie. Dans les stations-service, comment les automobilistes accueillent cette mesure? Jean Milon leur a posé la question. Dans cette station-service, c'est le calme après la tempête. Vendredi, samedi, il y a eu un petit peu de monde. Enfin, il y avait même beaucoup de monde. Et depuis ce matin, c'est super calme. Il y a un client toutes les quarts d'heure, 20 minutes, on va dire. La raison, le prix du carburant en augmentation de 20 centimes avec la fin des ristournes de l'État et de Total Énergie. C'est un petit peu regrettable. On aimerait bien que ça puisse continuer. Voilà. Malgré tout, on a besoin d'essence. Pour les rares automobilistes à la pompe ce lundi matin, le constat est le même. C'est devenu un poste de dépense très important, donc ce qu'on ne dépense pas ailleurs, on le dépense dans l'essence. Voilà, c'est ça l'impact que ça a. Je voulais faire un moitié plein, mais j'ai vu que ça valait pas la peine, donc je fais que la moitié de ce que je voulais faire, quoi. C'était à 1,8 il y a 2-3 jours, maintenant c'est à 2 €, c'est aberrant. On essaye de limiter nos déplacements et au plus juste de faire attention à ce qu'on fait.
Alors après c'est vrai qu'au quotidien il faut quand même aller travailler tous les jours, il faut et c'est de plus en plus difficile, l'électricité qui augmente qui va prendre 15%, le gaz qui va prendre 15%, donc là on se retrouve avec des frais au quotidien, on essaye de limiter au maximum les à côté pour pouvoir pallier toutes ces augmentations qui arrivent les unes après les autres. À partir du 16 janvier, les ristournes à la pompe seront cependant remplacées par une indemnité carburant de 100 €. Elle concernera principalement les travailleurs les plus modestes, soit environ 10 millions de Français. Et pour 2023, on ne change pas une équipe qui gagne le lundi. On parle sport avec Mathieu Anquinet. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Irani. Alors est-ce que vous avez pris la bonne résolution de vous remettre au sport pour 2023 ? Non. Par contre, je vous ai concocté une rubrique sport plutôt douce pour une reprise agréable. Par quoi est-ce que vous voulez commencer ? On va commencer par du handball. Dans ce cas, qu'ont fait les jaunes et bleus de Metz pendant les fêtes ? Elles se sont entraînées, elles ont fêté, mais elles sont surtout entraînées encore une fois, puisque le mois de janvier va être compliqué à aborder. Ça commence par un match mercredi avec la réception de Paris 92. C'est un match qui sera retrouvé en direct sur Moselle TV à partir de 19h55 avec les commentaires d'Arnaud Desmerlet. Un gros travail en coulisses également avec une nouvelle recrue allemande et 2 prolongations pour la saison 2023-2024. Effectivement, Thierry Weisman l'avait promis sur nos antennes. Il y aurait des beaux cadeaux au pied du sapin pour les supporters de Metz Handball. Et ça a commencé dès le 24 décembre avec l'annonce de la prolongation de Louise Burgard, l'arrière internationale danoise qui s'est engagée pour une saison supplémentaire. A suivi l'annonce de l'arrivée de Luisa Schulz. Elle arrivera dans les prochaines semaines pour renforcer le poste de pivot. Elle est attendue pour renforcer ce poste qui était un petit peu en tension. Et enfin, Metz Handball a tiré les feux d'artifice un petit peu en avance le 31 décembre en annonçant la prolongation de son coach, Emmanuel Mayonade. Il s'est exprimé sur ce choix. On l'écoute. J'ai décidé de poursuivre l'aventure avec Metz Handball et je serai donc à nouveau à la tête de cette magnifique équipe pour la saison prochaine. Il y a énormément de raisons à ça et le raisonnement qui m'anime est toujours le même. Il y a des propositions et des contacts ou pas et puis derrière on essaye d'évaluer les plus, les moins. Qu'est-ce qui fait effectivement que ce club est différent, qu'est-ce qui fait que ce club mérite d'avoir une aussi belle équipe et accessoirement que je reste. Et des plus ici il y en a toujours énormément. Alors, l'année commence plutôt bien pour Metz Handball, c'est de bon augure pour 2023, mais les recrutements ne sont pas encore terminés. Vous avez, Mathieu, également une bonne nouvelle côté FC Metz. Effectivement, le FC Metz s'est relancé avec une victoire face à Grenoble, 1-0. Le club est entraîné par un certain Vincent Ognon qui avait fréquenté le banc messin de 2018 à 2020. Et le but que vous venez de voir, signé Falikandé sur coup franc, devrait figurer parmi les plus beaux de la saison des Grenats. Si vous étiez trop occupé par les fêtes, et on ne vous en voudra pas pour regarder ce match, il sera en replay ce soir sur Moselle TV à partir de 23h après Graouli-Mag. Au classement de Ligue 2, les Grenats remontent un petit peu puisqu'ils figurent désormais à la 6e place à 5 points du podium. Et pour l'heure, les regards sont portés vers la Coupe de France avec une opposition face à Lyon qui les attend samedi à 15h. On reste sur le ballon rond, mais un peu plus aérien. Le TFOC est de retour à l'entraînement. Oui, nous avions quitté les terres villo-florengeoises sur une belle victoire en CEV Cup face à Olomouc. Et elles ont eu 5 jours de repos, mais sont vite revenues à l'entraînement parce qu'elles aussi, elles vont avoir un mois de janvier très compliqué à aborder, notamment avec dès demain un match face à Nantes, les leaders de la Ligue AF, redoutable Neptune de Nantes. Et ce match, lui aussi, je ne vous surprends pas, sera à vivre en direct et en exclusivité sur Moselle TV. Aux commentaires à partir de 19h55, encore Arnaud Desmerlet et cette fois-ci, il sera accompagné d'Anne Neuf. On termine avec un petit peu de tennis. Hugo Humbert a manqué sa reprise. Effectivement, il sort une nouvelle fois du top 100 après sa défaite face au Chinois Wu en 2-7, 6-3, 7-6. Il paye au classement tout simplement son exploit de la saison passée puisqu'il avait démarré une saison avec une victoire face à Daniil Medvedev qui était extrêmement bien classé. Mais au classement, il devrait désormais pouvoir remonter puisqu'il n'a plus de points ATP à défendre jusqu'au mois de mars. Donc chaque victoire va compter. Et avant de vous laisser, vous avez quelques grandes dates à nous donner pour cette nouvelle saison.
Alors sortez vos agendas, je vous ai choisi quelques immanquables cette saison sportive et ça va commencer fin avril puisque le rose sera de rigueur avec le retour de la Messine, la course dédiée à la lutte contre le cancer du sein. C'est un véritable immanquable à Metz. Il faudra ensuite garder vos baskets à proximité puisqu'il y a un entraînement qui vous attendra. En octobre, ce sera le marathon de l'Eurométropole de Metz qui reviendra pour une 13e édition. Ensuite, tennis, bien sûr, on a évoqué Hugo Humbert, on continue dans la même veine puisque le Moselle Open reviendra aux arènes de Metz. Ce sera du 5 au 12 novembre, nouvelle date pour les habitués, mais les ambitions sont préservées pour ce tournoi ATP 250. Enfin, il faudra quitter la Moselle cette fois pour le dernier élément de mon agenda puisque c'est la Coupe du Monde de rugby qui vous attendra du 8 septembre au 28 octobre. Dans diverses villes de France, tout simplement un événement majeur alors que le 15 de France est en pleine forme. Merci, c'est noté Mathieu. On vous retrouve dès demain, bien sûr, pour le premier Moselle Sport de 2023 à 18h30. Avec plaisir. Pour la suite, quelques statistiques maintenant. 56% des Français veulent prendre plus de temps pour eux, 52% souhaitent économiser, 23% aimeraient avoir une nouvelle compétence. Et oui, qui dit nouvelle année dit bien évidemment nouvelle résolution. Quelles sont les vôtres? Réponse au micro de Jean Milon. Comme chaque année, maigrir déjà, parce qu'avec les fêtes, on prend du poids. Et puis juste être moi. Résolution 2023, de profiter de chaque journée pour rire, rencontrer les gens, voilà. Continuer le sport sans avoir trop de douleurs, comme je l'ai toujours fait jusque maintenant. Et puis avoir une hygiène alimentaire relativement simple. Voilà, toutes mes résolutions. Continuer 2023 comme 2022. Je ne veux pas trop de changements. Honnêtement, j'en ai pas. Pourquoi pas de résolution là ? Parce que 2022 était très bien, donc j'en ai pas. Pourquoi pas de résolution? Parce que je pense qu'il n'y a pas de moment clé pour se donner une résolution, qu'on peut en avoir tous les jours. Et voilà, j'attends pas forcément le 1er janvier ou le 2 pour en avoir. Parce qu'on ne les tient pas en général, donc j'en ai pas pris cette année. Comme ça, je me mets pas d'objectif, je me déçois pas. Alors, ma résolution pour 2023, c'est passer plus de temps avec ma famille, être plus proche des miens et voilà, prendre un maximum de temps pour m'occuper de mes proches. Principalement de passer une meilleure année que ce qu'on a passé l'année dernière à l'hôpital. Je suis soignante, je travaille à Mercy. J'espère sauver l'hôpital public peut-être, qui est en train clairement de mourir là, en début d'année. Déjà du sport et puis des voyages. Je pense comme tout le monde, faire plus de sport et prendre soin de soi. C'est d'aller plus souvent à la salle de sport parce qu'on a besoin pour notre santé. C'est aussi manger plus sainement parce qu'on en a besoin. Et bien sûr, c'est, je trouve, à l'école de toujours réussir et essayer de travailler un maximum pour plus tard. On continue sur la même lancée que 2022. Voilà, et puis toujours s'occuper de ses proches, c'est le plus important, et d'avoir une bonne santé. On ne vous l'apprend pas, la Moselle est numérique, innovante et fait souvent parler d'elle au-delà de nos frontières. On en parle avec notre invité du jour. Amandine Lavouzy-Merlet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle présidente de l'association Grand Est Numérique, association qui organise notamment le Grand Salon Gênes, dont la 10e édition s'est déroulée fin 2022 et a connu un grand succès. Est-ce que vous avez peut-être quelques mots à dire déjà sur cette édition-là ? Alors sur l'édition qui vient de se finir, c'est une édition anniversaire. Notre président Frédéric Schnur a conclu un cycle vraiment très intéressant. Je pense qu'on a fait 10 ans d'innovation, 10 ans où on a été assez précurseur sur les thématiques. Et puis là, on rentre dans un nouveau cycle qui va être tout aussi intéressant avec des nouvelles thématiques et une nouvelle peut-être façon d'aborder les choses. Donc vous prenez les rênes après la présidence de Frédéric Schnur. Quelle est votre vision pour la suite justement ? Alors, ça faisait quand même 10 ans que j'étais sa vice-présidente, donc on avait beaucoup de choses quand même en commun et j'avais travaillé sur les 5 premières éditions de l'événement Gênes. Là, c'est vrai qu'on a d'abord beaucoup écouté les membres, les partenaires, les associations qui travaillent avec nous pour savoir quelles étaient leurs attentes sur le format, par exemple, des événements, sur leurs attentes sur les réunions, ce genre de choses, et après sur les thématiques. Donc on va faire un petit programme quand même très intéressant sur 2023 avec plein de nouveautés. On va rester sur Gênes, mais Gênes X, Experience Day, avec des choses vraiment novatrices, même pour les membres. Et l'idée, c'est d'être toujours précurseur, d'être toujours en avant sur ce thème d'innovation. Vous avez parlé du CES, c'est un des sujets. Aujourd'hui, de proposer les thèmes à venir et de leur dire, regardez, c'est là qu'il faut aller.
Est-ce que parmi les grands projets de 2023, il y a un accompagnement encore plus pointu auprès des entreprises innovantes ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est les entreprises innovantes qui doivent accompagner l'entreprise lambda. On a beaucoup parlé de digitalisation, spécialement avec la crise du Covid. On a parlé de télétravail, tout le monde s'y est mis. Et puis là, on a senti un petit déclin. On était 2020-2021 à fond, et puis 2022, on s'est dit non, mais attends, c'est bon, on va s'arrêter. Et là, il faut vraiment continuer sur ce schéma-là. Donc, c'est embarquer le garagiste du coin, embarquer la TPE, la PME, la grande entreprise, l'association, tout le monde sur cette digitalisation pour qu'on continue vraiment sur cette poussée. Parmi les grands événements de cette année, le premier est de taille. Du 5 au 8 janvier se tient la 56e édition du CES à Las Vegas. C'est ce grand salon autour de l'innovation technologique. Vous allez vous y rendre auprès de plusieurs startups mosellanes. Quel va être votre rôle là-bas ? Alors moi, ça fait 10 ans que je vais au CES. Ça me permet aussi d'avoir une vision sur ces 10 dernières années, de voir comment les startups ont pu évoluer, les startups françaises au sein de ce CES. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, via la présidence de Grand Est Numérique, aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans le conseil d'administration de French Tech East, qui accompagne justement les startups. Et quand on dit startup, c'est le démarrage. Derrière, on a ce qu'on appelle la scale-up. C'est l'étape suivante, on développe. Puis après, c'est stabilisation, vente et aller vers son public. Je pense que c'est là où l'association est intéressante. C'est une fois que le démarrage est fait, c'est l'accompagnement et d'aller au-delà. Alors, quelques mots sur ces startups qui vont être présentes. Delmonico, C-Virtual, Green Tech Innovation, Ecatech ou encore Vivoca. Vous pouvez peut-être nous parler de ces entreprises-là, de ces startups-là ? Alors, on en a quand même quelques-unes qui sont messines, au-delà d'être mosellanes, mais c'est pas mal. On en a qui sont présentes depuis plusieurs années au CES, qui ont développé des produits et qui continuent à le faire de façon poussée. C'est intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui serait un plus, c'est qu'au-delà du village French Tech au CES, c'est qu'ils aillent dans le village CES. Voilà. Il faudra un autre impact. Un autre impact, oui, je pense. Aujourd'hui, alors c'est mon ressenti de visiteur, c'est qu'on ce village French Tech, même si beaucoup de rendez-vous sont organisés pour justement rencontrer, que ce soit les investisseurs, les potentiels clients, l'exportation, on n'ose pas. Le français n'ose pas pousser la frontière entre guillemets virtuelle, et le village a été construit où chaque pays un petit peu à sa zone. Et c'est vraiment d'aller se mélanger et au-delà pour pouvoir proposer ces services. Vous prenez, sur les entreprises que vous avez citées, beaucoup ont des produits innovants qui peuvent être pas que produits en France et pas que pour la France. Et ça serait vraiment intéressant d'aller au-delà. L'objectif, c'est de démontrer aussi qu'on peut trouver des fournisseurs un petit peu à l'international, mais aussi des investisseurs, des acheteurs, c'est ça ? C'est ça. La France est reconnue pour ses talents dans l'IT, dans le numérique, dans le tech. Souvent, ils sont piqués. Les talents partent à l'étranger. L'idée aujourd'hui, c'est de les conserver sur le territoire français, c'est de conserver nos brevets, c'est de conserver notre technologie et de la développer, de la mettre vraiment en avant. On parle beaucoup de Startup Nation. Je pense que c'est juste un pays d'innovation, pas forcément que de start-up. Et pour terminer, quelles sont vos attentes alors pour ce genre d'événement, une fois rentré en France ? Alors derrière, c'est suite à tout ce qu'on a vu, c'est de faire un petit retour sur les innovations, sur les choses à venir, parce que ce que les gens ne voient pas forcément, c'est le CES. Souvent, on en parle à la télé et vous voyez le frigo qui parle, la télé qui s'allume toute seule ou la voiture qui se roule toute seule. Mais vous avez tout un autre regard du CES où c'est les fournisseurs, les constructeurs, et c'est qu'on est plus de Français là-dessus. Aujourd'hui, la Chine est quand même encore très présente. Bon, cette année, peut-être avec les restrictions Covid, ça ne sera pas le cas, mais voilà, c'est qu'on est plus de Français et derrière qu'on pousse ces innovations et qu'on les montre au grand public, mais aussi aux entreprises. Et que l'entreprise lambda ne se dise pas, mais ce n'est pas pour moi, se dise, oui, je peux l'intégrer dans mon système et ça va m'être utile. Donc en tout cas, on vous souhaite un bon voyage pour ce CES à Las Vegas. On ne manquera pas de suivre, bien sûr, l'actualité de ces lauréats. À bientôt. À bientôt, merci. Avant de se quitter, petit point météo de l'année 2022. Le 31 décembre a été très doux et c'est l'un des nombreux exemples de ce climat inhabituel que nous avons eu en 2020 en Lorraine. Il s'agit d'ailleurs de l'année la plus chaude enregistrée depuis 1900, avec une température moyenne annuelle 1,44 degrés au-dessus de la normale. 10 mois sur 12 ont affiché un thermomètre au-dessus des normales de saison.
La pluie s'est également faite plus rare en Lorraine. 2022 se classe dans le top 10 des années les plus déficitaires. 8 mois sur 12 ont enregistré des précipitations en dessous de la moyenne des 30 dernières années. Au final, le déficit s'élève à 200 mm par rapport à la normale. En cause, les mois de juillet et août particulièrement secs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour la suite de votre programme, place au Graouli Mag avec en invité l'entraîneur du FC Metz. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.